Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. C'est la philosophie de François Picard et Cécile Clocheret. Cette fois, ils traversent le Brésil à vélo. Sur 5000 km, ils débusquent des porteurs d'initiatives écologiques. Des pépites vertes qui donnent l'espoir d'un monde meilleur. Quittant l'Amazonie, ils parcourent l'arrière-pays jusqu'à Brasilia, la capitale futuriste. Ensuite, par l'ancienne route royale, ils souhaitent atteindre les plages de Rio de Janeiro. Des coups de pédale pour prouver que la Terre peut cesser de tourner à l'envers. Voilà 2 semaines que nous traversons le Brésil à vélo. Après 800 km, nos jambes ont intégré leur nouveau rythme. Quant à nos montures, elles ont beaucoup plus de difficultés à tenir le coup. Mais avec un réglage de pro, des pignons changés, voilà le vélo de François comme neuf. Depuis ce matin, on est rentré dans l'état du Mato Grosso. On a quitté le Rondônia. On n'a plus vu un seul bœuf, une seule vache, un seul taureau. Donc on est vraiment passé là, tout d'un coup, de l'élevage à l'agriculture. Là on a pris une petite route, mais alors il y a un vent assez important depuis ce matin. Ah, c'est malin ça, tu me doubles à droite toi. On va faire un coucou. Écoutez ce que tu dis. Tu veux qu'on tombe en direct? Sur ces grands espaces, les vents ne rencontrent aucun obstacle. Éole s'en donne à cœur joie. Tel le roseau dans la tempête, nous courbons l'échine, mais jamais nous ne brisons. Dans ce tableau grillé par le soleil, nos yeux baissés sont soudain attirés par une multitude de petites touches blanches qui attisent notre curiosité. Là, on s'est arrêté ici parce que on voit les ouvriers agricoles qui sont en train de travailler le coton. Là, il est 8 h du matin. Et ils sont en train d'inspecter toutes les machines. On est sur une fazenda qui est absolument gigantesque. Et ils sont des dizaines à travailler là et à venir ici tous les matins. C'est assez impressionnant là, de voir tous ces ouvriers qui se protègent du vent et de la poussière et qui inspectent les machines une à une avant de partir. Une fois que le maïs est fini, on passe au coton. Après, il faut le récolter et quand c'est terminé, on plante le soja. Puis en janvier, il faut se mettre à le ramasser. Ce sont des rotations. On cultive sur un même champ du soja, du maïs et du coton. Et tu préfères récolter quoi? Le coton, ça te plaît? Oui, c'est le plus simple à faire. Et où se trouve ton patron? La propriétaire s'appelle Madame Clarisse. Oh, elle habite ici, au Mato Grosso. Mais tu la connais? Si je la connais personnellement? Non, je travaille ici depuis 7 mois, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Rien d'étonnant à ce qu'il n'ait jamais croisé sa patronne. Elle gère des milliers d'hectares. Le Mato Grosso est grand comme 2 fois la France. Et la taille des exploitations est à l'échelle de cet État, colossale. En 15 ans, les fermiers ont multiplié par 12 la surface de leur champ de coton. Vous voulez venir avec moi? Il est fou, hein? T'es où? Ces champs sont cultivés de manière intensive, mais d'autres terres sont négligées par leurs propriétaires, incapables d'exploiter et de faire fructifier de telles immensités. Au même endroit,
des paysans se meurent de ne pas posséder le moindre lopin pour nourrir leur famille. Hop là. Alors, on révise pour savoir quoi dire sur les MST? Exactement. On bachote, on bachote. Exactement. Parce que je connais tout par cœur, mais pas tout exactement. On est à 25 km de Cuiabá, la capitale du Mato Grosso. Et sur notre chemin, on a un centre de formation qui est dirigé par le mouvement des paysans sans terre. Et là, le mouvement est en train de fêter ses 15 ans de présence au Mato Grosso. Donc ils sont en train de préparer une grande fête et on va aller leur rendre visite. Cette propriété est devenue un symbole pour le MST, le mouvement des sans-terre. Il y a 8 ans, 33 familles paysannes entrent en résistance ici et s'installent sur ces terres inexploitées. Le combat du mouvement pour transmettre la terre à ceux qui en ont besoin se fait souvent dans la violence. Ici, la méfiance est toujours de mise. Devanir, membre actif du MST, nous fait subir un long interrogatoire sur les tenants et aboutissants de notre projet. Au final, victoire. Elle accepte de nous parler face caméra. Cet État est le berceau des latifundios, des grands propriétaires. C'est en effet ici que se concentrent les terres qui devraient être entre les mains des travailleurs. Le combat pour la terre est donc un défi particulièrement sensible au Mato Grosso. Ce terrain-là, c'est devenu la propriété du mouvement? Oui, maintenant, c'est une occupation légale. La Constitution brésilienne dit qu'une terre qui ne remplit pas sa fonction sociale doit être retirée à son propriétaire. Ainsi, quand des paysans viennent s'installer et occuper les terres d'un exploitant, les autorités se déplacent. Si elles constatent que ces terres ne remplissent pas ce critère social, alors, par un processus juridique, l'État règle la question et transfère la propriété du terrain aux travailleurs, c'est-à-dire aux familles qui ont monté là leur campement. Et dans ce cas, l'État indemnise les propriétaires? Parfois, oui. L'État paye le latifundio. Les inspecteurs du cadastre viennent contrôler la zone et font un état des lieux. Les maisons, les remises, etc. L'État et le latifundio se mettent d'accord sur un prix. Ici, ce sont les espaces de formation. Nous avons 4 grandes salles avec des capacités de 60 élèves chacune. Il y a aussi un endroit qui sert de laboratoire de chimie. Nous enseignons l'agriculture paysanne qui se base sur le savoir populaire et qui valorise le bien-être animal. Tous nos cours sont tournés vers l'agroécologie. C'est une façon bien particulière de travailler avec la nature. On vit avec elle, on la considère comme un sujet et non comme un objet. Le retour du paysan sur ses terres, c'est toute la nostalgie, la saudade de ses chansons populaires.
Grâce au MST, le rêve se réalise parfois. En 15 années, il a conquis 41 terrains au Mato Grosso, une renaissance pour 3500 familles. Nous quittons pour un moment le plat pays des cultures intensives. Nous devons passer le canyon des Chapadas dos Guimarães. J'ai mal au genou. Et c'est la mal au genou aussi. T'as des problèmes dans ta gestion de vitesse? Non, gestion optimum. Regarde en face. C'est beau. Les côtes succèdent au vent pour nous faire suer. Mais cette fois-ci, les paysages portent nos efforts. Vamos dançar forró e arrasta-pé, não tô aqui à toa. Dá jeito, menina, só sai de baladina, rebalança que a coisa aqui tá boa. Pour la première fois, les Brésiliens nous offrent un autre visage. Loin du travail harassant, nous les découvrons sous le soleil du dimanche. Et nous en profitons. Rebalança que a coisa aqui tá boa. Por causa de você, meu coração bate forte, acelerado. Les rencontres se font plus faciles, les conversations plus légères. La magie du voyage à vélo serait-elle en train d'opérer? Nous allons à Rio de Janeiro. À bicyclette. Pardon? C'est à bicyclette que nous allons jusqu'à Rio de Janeiro. Vous allez à Rio à bicyclette? Et comment t'appelles-tu? Francisco. Francisco Fenomeno. Francisco Fenomeno? Ah, tu es de la famille de Ronaldinho Fenomeno. Muito bem. Oui, c'est mon frère. Et tu joues au football? Oui, mais tu vois... Ah, tu as de la bedaine. Il faut que tu fasses un régime. Et elle, comment s'appelle-t-elle? Cecilia. Cecilia Fenomena. Oh, j'ai affaire à deux phénomènes. Allez, au revoir. Que Dieu soit avec vous. Valeu. Adios. Ciao. J'ai failli me rentrer dedans celui-là, putain. Un petit peu de marche à pied, ça fait du bien. Ça change un peu l'exercice des muscles. Bon, on continue. Il y a tellement de camions. Elle était presque au bout de la ligne droite. Là. Bon, j'ai une roue voilée, j'ai un rayon qui a pété, c'est la deuxième fois que ça arrive, on va faire réparer ça. Et demain, on a 100 bornes à faire entre deux villes, ce qui est tout à fait faisable, sauf s'il y a un problème important. Pas trop de marge de manœuvre.
On a beau planifier son voyage, le dessiner sur des cartes, on finit toujours par être rattrapé par l'imprévu. Aujourd'hui, c'est une bonne surprise qui fait voler nos plans en éclats. Des jeunes filles dans une cour de récré attirent notre attention par leur tenue venant d'un autre temps. Hey. Les parents d'élèves et le directeur de l'école nous invitent à passer la porte de l'établissement. Bonjour. Bonjour, bonjour. L'institutrice qui enseigne aux tout petits, de 6 ans, quand elle reçoit les enfants des familles russes pour la première fois, en général, ils ne connaissent pas un mot de portugais. C'est vrai, hein? Oui. Car ils ne parlent que le russe. Ici, c'est une école un peu différente. Les enfants ont beaucoup de respect pour les professeurs, pour les adultes, pour leurs amis aussi. C'est rare de voir des enfants se disputer ou se bagarrer. Ils sont très sages. Je les admire beaucoup sur ce point. Comme bien d'autres peuples, ces Russes se sont réfugiés au Brésil pour fuir la misère et l'oppression. Quel choc de constater que pour préserver leurs traditions, ils ont dû les figer, telles qu'elles étaient dans les campagnes de Sibérie au XIXe siècle. Sans attendre une seconde, Maria et son mari Vladimir nous poussent dans leur voiture. Ils veulent nous montrer leur église orthodoxe et nous inviter à dormir chez eux. Pour nous, ils lèvent le voile sur leur formidable épopée qui leur a permis de survivre aux soubresauts de l'histoire. Nos grands-parents ont quitté la Russie à la fin des années 20, début des années 30 pour fuir le communisme et sont allés en Chine. Les Rouges venaient de prendre le pouvoir et ne toléraient pas notre religion. Ils brûlaient nos églises. Nos aïeux n'ont donc eu d'autre choix que de partir au milieu de la nuit. Avec femmes et enfants, ils sont allés là où ils le pouvaient et sont arrivés en Chine. Ils y sont restés 26 ans, mais ensuite la Chine est devenue communiste à son tour. Alors ce fut encore le moment de fuir. De nouveau, avec femmes et enfants, ils sont partis jusqu'au Brésil. Et voilà, nous sommes là. Et si un membre de votre communauté se marie avec quelqu'un qui n'est pas orthodoxe, que devient-il? Dans ce cas, si son conjoint n'est pas prêt à se convertir, il doit nous quitter. Il ne peut pas rester et vivre au village? Non, non, c'est interdit. Mais ce cas se présente très rarement. C'est dur, hein? C'est dur de l'exclure, non? Oui, je le conçois. Ça peut sembler compliqué pour les gens de l'extérieur, mais quand on est né dans ces traditions, c'est ainsi que va la vie. Tu veux venir aussi? Allez, viens pour la photo. Il est en train de travailler. Comment tu dis merci en français? Merci. Comment tu dis? Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Comment tu dis enchanté en français? Heureux de vous rencontrer. Oh, que c'est compliqué. Yeah, that way. It's really complicated. Enchanté. Comme encantada. Enchanté. Ça, c'est plus simple. C'est comme en russe. Nous faisons nous-mêmes nos habits. De toute façon, nous ne pourrions pas les acheter car les boutiques ne vendent pas ce style de vêtements. Oui, c'est vrai. Et ton fichu?
Oui, nous les cousons aussi nous-mêmes. Et toutes les femmes en portent un? Non, seulement les femmes mariées, pas les célibataires. Ils symbolisent le mariage. Et vous, vous coupez les cheveux? Non. Pourquoi? C'est contraire à notre religion. Les hommes ne coupent pas leur barbe, ni les femmes leurs cheveux. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous, on ne mange pas dans les mêmes assiettes que... parce que c'est une obligation religieuse. Mais je ne sais pas si c'est pour ça qu'on est à l'autre bout de la table. Je crois que chacun a sa place. En 2004, j'entamais mon premier long voyage à vélo en arpentant les terres ukrainiennes et russes. Aujourd'hui, je vis cette rencontre comme un signe du destin. Il me suffit d'un peu de Vladivostok sur ce bout de Brésil pour retrouver les sourires de mes amis d'antan. Il y a un camion de soja qui est parti dans le fossé là. Et tout le monde a ramené son pick-up et puis récupère le soja. Et où allait le camion? À Rondonópolis. Et le chauffeur était ivre. Oh, c'est Faut faire attention, la police va revenir. On nettoie la route, car sinon c'est trop dangereux. Si des gens passent par ici, ils vont tous se tuer. Moi aussi, je peux prendre un peu de soja? Vas-y, oui. C'est soja party ce soir. Soja gratuit pour tout le monde, qu'on se le dise. Le soja est gratuit ici. El soya es gratuito. Wouh! Ça va derrière? Je m'en suis pris un peu. Primavera, qui est une de ces villes caractéristiques du Mato Grosso qu'on croise depuis notre traversée de l'État. C'est-à-dire que c'est une ville qui, de rien, a surgi. C'était tout au début des années 70. C'est des culs du Cerrado, c'est-à-dire de la savane. Et aujourd'hui, ce sont des silos énormes et du grain qui attend de partir à l'autre bout du monde. Alors ici, tout est tourné autour du commerce de céréales. On trouve surtout du maïs, du soja bien sûr. La région est la première exportatrice au monde. Et le premier exportateur, il s'appelle Blair Omaji. C'est aussi le gouverneur de l'État. Il n'y a pas de miracle, hein. Alors en plus, on est en pleine campagne électorale. Alors on voit un peu partout sa tête. Il a l'air sympa. La ville est en ébullition. Dans quelques semaines, 5 niveaux de représentants seront élus. Pour les candidats, il s'agit de faire entrer dans la tête des électeurs le numéro qu'ils devront taper sur leur urne électronique. Et pour cela, tous les moyens sont permis.
Gouverneurs, sénateurs, entre toutes ces élections, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux. Sénateur Blairo Maggi. Il est millionnaire. C'est lui qui plante le soja. Et le coton. Et il en a beaucoup de soja? Oui. Dans tout le Brésil. Il a beaucoup d'argent. Il a énormément fait pour le Mato Grosso. Les routes asphaltées, l'emploi, l'éducation, la santé. Au revoir. Je veux te dire quelque chose. Jésus-Christ est source de vie. Jésus-Christ est dans mon cœur. Et dans ton cœur. Vous devriez partir tôt demain matin pour arriver dans l'après-midi. Le soleil frappe très fort l'après-midi. Là-bas, il y a une tribu indienne. C'est dangereux. C'est dangereux? Très dangereux. Il y a des gens qui sont passés là-bas à bicyclette. Sur le chemin, les Indiens les ont arrêtés. Ils leur ont pris toutes leurs affaires. Caméras, appareils photo, bicyclette. Ils ne leur ont rien laissé. En ce début du XXIe siècle, la sempiternelle peur de l'Indien est toujours présente. C'est parfois l'ignorance qui génère ces idées reçues. Les prochains kilomètres nous en diront davantage. Après avoir traversé des réserves indiennes en flammes, nous découvrirons un des plus riches écosystèmes au monde, le Cerrado. Puis direction Brasilia, la capitale futuriste du Brésil. Des pépites vertes nous permettront de rencontrer un pays qui combat de toutes ses forces pour un monde plus écologique. Minha sandália é couro cru, o meu chapéu de cangaceiro é couro cru, minha casaca arretada é couro cru, e se eu te pego couro come. Minha sandália é couro cru, o meu chapéu de cangaceiro é couro cru, minha casaca arretada é couro cru, e se eu te pego couro come.